Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Le secteur de la santé est gangréné par la corruption, c'est ce que note le rapport du réseau national de lutte anticorruption sur le dit secteur. Il y ressort que le fléau a atteint des proportions inquiétantes ces dernières années. L'opposition politique tire à boulet rouge sur le pouvoir en place. Elle dénonce une mauvaise gouvernance de la part de celui-ci et l'interpelle à avoir un comportement exemplaire. C'était au cours de sa traditionnelle rencontre avec les journalistes. Forte présence de bases militaires américaines en Afrique. Au moins 34 bases se trouveraient sur le continent, essentiellement à l'ouest, à l'est et en Libye. Bienvenue à tous et à toutes et merci de choisir Radio Liberté pour vous informer. Comme annoncé en titre, la corruption a atteint des proportions inquiétantes ces dernières années dans le secteur de la santé. C'est ce qui ressort du rapport du réseau national de lutte anticorruption RENLAC relatif à l'étude sur les présomptions de corruption et pratiques assimilées dans le système et les services de santé au Burkina Faso. La présentation de ce document qui a été faite ce mardi à Ouagadougou entre dans le cadre de la 13e édition des Journées nationales de refus de la corruption. Découvrons le contenu de ce rapport avec Raki Swende Yvonne Nanema. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC relate dans son rapport différentes formes de pratiques de corruption dans le secteur de la santé. Il s'agit entre autres de la vente directe de produits par des agents de santé qui ne sont pas des pharmaciens, de surfacturation des médicaments et du non-paiement à la caisse des frais de consultation ou d'examen. À ce propos, le réseau note que 16 personnes sur 38 dans un même centre hospitalier ont fait des paiements sans passer par la caisse. Comment cela se passe? Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif adjoint du RENLAC. Nous avons retenu le témoignage d'un médecin d'un CHU qui dit ceci, et je le cite. En réalité, tu peux donner des bulletins d'examen à un malade et tu lui dis d'aller régler à la caisse pour faire l'examen. Un autre agent va l'accoster pour dire « Bon mon ami, laisse ça, on va gérer ». Il va dire par exemple, l'examen là ça te fait 7 000, mais moi je peux arranger ça. Et tu ne payeras que 5 000 et bon, mais si tu n'es pas convaincu, tu peux aller à la caisse vérifier, tu verras les coûts. Ces pratiques sont, selon le secrétaire exécutif adjoint du RENLAC, considérées comme de la petite corruption. À l'entendre, la grande corruption touche les cadres supérieurs du domaine de la santé, d'où ces recommandations du réseau afin de lutter contre le phénomène. Le RENLAC a par ailleurs invité les responsables des centres de santé à réorganiser les services de consultation et d'urgence de manière à éviter les longues files d'attente des malades ou de leurs accompagnants devant les 10 services. Toujours en lien avec la corruption, des organisations de lutte contre le fléau ont procédé ce mardi au lancement des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption, prévue se tenir le 9 décembre prochain. En attendant de revenir sur cette activité, nous vous proposons cette réaction du contrôleur général d'État sur la problématique de l'impunité en lien avec la corruption. Luc Marius Ibriga est au micro de Dasmane Nyangane. Aujourd'hui, le problème que nous rencontrons au niveau de l'impunité, c'est que nous nous trouvons dans une situation où les gens se renvoient la balle. Les gouvernants disent qu'il y a la séparation des pouvoirs, et avec la séparation des pouvoirs, c'est la justice. Nous ne devons pas nous mêler des faits de la justice. Et la justice aussi dit, nous ne pouvons pas faire le travail qui nous est demandé parce que nous ne remplissons pas les conditions pour le faire. Donc aujourd'hui, on se trouve au milieu du gué. Premièrement, pour les sanctions administratives, il y a un obstacle et un handicap qui existent, qui ont été signalés dans plusieurs rapports. Ce matin, également, nous étions à Borin et il y a une enquête qui a été faite par l'administration elle-même et qui montre que la question de l'impunité revient. Mais un des problèmes, c'est que la procédure disciplinaire dans notre administration suppose l'existence d'un certain nombre d'instruments, et notamment les conseils de discipline. Donc, l'ineffectivité et le non-fonctionnement des conseils de discipline
fait en sorte que la sanction devient difficile, sinon inexistante, dans la mesure où, même si la sanction est prise sur le plan disciplinaire, elle sera annulée par le juge, parce que le principe selon lequel toute personne doit être mise en situation de présenter sa défense avant d'être sanctionnée est un principe cardinal du droit. Le général Gilbert Diendéré est toujours à la barre dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015 pour répondre des faits à lui reprocher. L'audition de l'accusé s'est poursuivie ce mardi avec les questions de la partie civile. Idrissa Koumbem est dans ce studio avec nous pour nous faire le point de l'audience de ce jour. Bienvenue à vous Idrissa. Tanga Thierry Zongo, bonsoir. Que peut-on retenir de cet interrogatoire? Alors, comme vous venez de le préciser, le général Gilbert Diendéré est à son 6e jour d'audition ce mardi et l'audience de ce jour a été consacrée principalement aux questions de la partie civile. Et c'est principalement Maître Séraphin Somé et Maître Prosper Farama qui se sont prêtés à l'exercice. À retenir que ces deux avocats de la partie civile se sont indignés dès l'entame de leurs propos des éléments de réponse apportés par l'accusé depuis le début de son interrogatoire. Il sied de préciser qu'avant l'intervention de ces deux avocats, le général Gilbert Diendéré a livré un message spécifique à l'endroit des victimes des événements du 15 septembre tout en leur demandant pardon. Pour revenir Tanga Thierry Zongo aux interventions des avocats de la partie civile, il faut retenir que tous se sont focalisés sur les mobiles avancés par le général dès le premier jour de sa comparution pour justifier le coup de force. On se rappelle que lors de son passage le 26 novembre dernier, le général avait décrit le contexte dans lequel le coup d'État s'est opéré. Il avait évoqué entre autres faits qui ont conduit à ce coup de force les détournements des deniers publics par le premier ministre Yacouba Isaac Zida, les velléités de dissolution et de contrôle du RSP par ce même dernier, l'adoption de la loi portant statut du personnel des forces armées nationales qui selon lui avait été taillée sur mesure pour permettre au premier ministre Yacouba Isaac Zida, alors lieutenant-colonel, de passer au grade du général, et également la loi Sérif qui selon lui mettait hors jeu des candidats aux élections présidentielles de 2015. Les deux avocats se sont alors insurgés contre ces mobiles avancés par le général. On va donc assister à une contre-attaque avec des rappels historiques de faits de corruption, de détournement de deniers, des crimes commis pendant le règne de Blaise Compaoré, et cela au vu et au su de l'accusé selon ces deux avocats. Pour Maître Farama, l'accusé fait une analyse volontaire biaisée de l'histoire. Et pour démontrer cela, l'avocat de la partie civile va convoquer des faits de crimes de sang tels que le coup d'État d'octobre 87, le faux complot de septembre 89, la mort de l'étudiant Dabo Boukari en 1990 et la mort de David Ouedraogo. Selon Maître Prosper Farama, l'accusé a suivi tous ces événements, mais il n'a pas osé faire un coup d'État à son mentor Blaise Compaoré pour dire que trop c'est trop. Maître Somé Séraphin d'ajouter que ce que le général a dénoncé pendant la transition n'est rien d'autre qu'un cheveu dans une soupe par rapport à ce qui s'est passé le long règne de 27 ans du président Blaise Compaoré, dont il a été un acteur important. Tanga Thierry Zongo, il faut noter que l'ambiance est devenue à ce moment délétère entre l'accusé, ses conseils et Maître Séraphin Somé. Les avocats du général vont demander au président du tribunal de recadrer le débat puisque selon eux, le dossier se porte sur les événements de septembre et non sur le règne de Blaise Compaoré. Mais le président du tribunal est formel, je cite, « C'est votre client qui a fait le rappel historique, donc permettez aux avocats de la partie civile d'en débattre. » Sur ces faits, le général se résout à être muet comme une carpe en répondant plus aux questions ou en les bottant en tous. Ce qui va amener Maître Somé Séraphin à tirer la conclusion selon laquelle, je cite, « Je note que vous n'avez pas digéré ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre et c'est pour cela que vous avez usé de tous les moyens pour restaurer le régime dessus de votre mentor Blaise Compaoré. » Tanga Thierry Zongo, c'est ce qu'on pouvait dire du déroulé de l'audience de ce jour. La reprise ce sera donc demain à partir de 9h avec certainement les questions des autres avocats de la partie civile. Merci à vous Idrissa Koumbem pour ce point. Nous poursuivons ce journal. La situation sécuritaire, la dernière marche de la coalition contre la vie chère, la déclaration de la majorité sur le bilan de l'an 3 du président Roch Kaboré. Ce sont entre autres les sujets évoqués au cours de la traditionnelle rencontre de l'opposition politique avec la presse ce mardi à Ouagadougou. Danouma Ismaël Traoré y était et il nous livre son compte rendu.
La crise sécuritaire au Burkina ne pose pas principalement un problème de troupes, mais plutôt celui de gouvernance politique. C'est ce qu'a affirmé l'opposition politique affiliée au chef de file de l'opposition politique CEFOP ce mardi lors de sa conférence de presse. Relativement à l'attaque déjouée ce lundi dans l'est du pays où 6 assaillants ont été abattus, les animateurs de la conférence de presse se sont réjouis de ce qu'ils ont qualifié de victoire et encouragé les forces de défense et de sécurité à poursuivre le combat avec la même détermination et le même patriotisme. Sur la marche de la coalition nationale de lutte contre la vie chère, Youmali Lompo du Parti pour la démocratie et la solidarité et Amadou Diemdoda Diko de l'UPC ont indiqué que si l'opposition politique s'est jointe à la marche et appelé ses militants à y prendre part, c'est parce qu'elle a trouvé le mot d'ordre de la CCVC juste et légitime. Ils ont félicité la structure et indiqué que le CEFOP soutiendra toujours les luttes nobles comme celle du 29 novembre dernier. Un autre élément qui a retenu l'attention des conférenciers, c'est le récent rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASELC. Pour l'opposition politique, cet audit a révélé de graves irrégularités, même si elle reconnaît une amélioration de la gestion à la présidence et au premier ministère. Au dire des conférenciers, cette corruption a atteint un stade critique avec le vote de la loi PPP et le gré à gré. Quand un gouvernement appelle les citoyens à serrer la ceinture et à faire des sacrifices, il doit donner l'exemple par la bonne gestion et la diminution de son train de vie, a insisté Youmali Lompo. Dans une déclaration, la majorité présidentielle dresse un bilan largement positif des 3 ans de pouvoir du président Kaboré. L'opposition politique, elle, voit en cela une tendance de la majorité à chercher des responsables à leur échec qu'elle qualifie de cuisants, et d'ajouter que cette déclaration est aussi irresponsable que puérile en ce qu'elle assimile les actions de veille citoyenne à de la déstabilisation. Contre les menées impérialistes et pour la liberté, la démocratie et le progrès social véritable en Afrique, c'est le thème sur lequel s'est penché le panel de la 3e édition des journées anti-impérialistes tenues samedi dernier. 2 communications ont meublé ce panel, dont la première portait sur le sous-thème suivant: que cherchent les puissances impérialistes en Afrique? En réponse à cette question, l'animateur, qui est le secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, Ali Sanou, estime que ces puissances sont présentes pour diverses raisons et visent à maintenir le continent dans une aliénation culturelle et scientifique. Dasmane Nyangane nous fait le point de cette communication. D'entrée de jeu, Ali Sanou note que la situation internationale reste marquée par une crise qui se caractérise par l'aggravation des rivalités entre les puissances impérialistes pour le repartage du monde. Le continent africain n'est pas à l'abri des convoitises de ces puissances qui, selon le panéliste, rivalisent d'ardeur dans l'organisation de sommets tels France-Afrique, Union européenne-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique, sous prétexte de vouloir nouer des partenariats privilégiés avec le continent. En plus de ces sommets, c'est le déploiement des forces militaires étrangères, notamment françaises et américaines, en Afrique qu'ils pointent du doigt. Pour preuve, à l'instar de nombre de pays africains, le Burkina Faso a sur son sol une base militaire française et un centre d'écoute américain. Ce qui fait dire aux panélistes que c'est la course à l'occupation militaire du continent sur fond de rivalité qui est enclenchée. Mais que cherchent ces puissances en Afrique? Pour le secrétaire général du MBDHP, ces raisons sont d'ordre économique, politique et diplomatique et visent à maintenir le continent dans une aliénation culturelle et scientifique. Économiquement, il note que le continent dispose de ressources naturelles gigantesques. Et sur le plan politique et diplomatique, Ali Sanou estime que la France tire l'essentiel de son influence dans le monde de sa présence en Afrique, à travers notamment ses interventions militaires intempestives. Sur le plan scientifique et culturel, le panéliste relève qu'au nom de la libre circulation des idées, il se déploie à travers des médias occidentaux, dans les universités, au cinéma, un modèle culturel bien précis qui véhicule des dogmes politiques, des conceptions économiques et des valeurs sociales élaborées pour servir les intérêts de la puissance dominante. Les accords de partenariat et de coopération entre anciennes métropoles et pays africains sur le plan économique, militaire, monétaire, financier et commercial sont ainsi pour lui l'expression de la domination et l'exploitation impérialiste des pays africains. La domination politique, elle, se révèle également, selon Ali Sanou, à travers la remise en cause des souverainetés nationales et populaires des pays africains au point que les peuples n'ont pas le choix souverain de la nature du régime politique qu'ils entendent instituer.
Cette ampleur de la domination et de l'exploitation pour lui constitue un véritable obstacle au progrès économique et social des pays africains. C'est pourquoi il trouve justifié le combat pour la libération nationale des pays et des peuples africains et appelle à l'action pour des changements révolutionnaires. La deuxième communication de ce panel a été animée par le secrétaire confédéral chargé du suivi de la législation du travail et des normes sociales de la Confédération générale du travail du Burkina. Moussa Diallo s'est intéressé au sous-thème suivant: quelles conséquences de la domination et l'exploitation impérialiste et quelles perspectives pour un véritable progrès social et économique des pays africains. Idrissa Koumbem pour la synthèse. La domination et l'exploitation impérialiste ne sont-elles pas le principal obstacle à l'indépendance et au progrès social et économique véritable des pays africains? La réponse à cette interrogation est affirmative selon le secrétaire confédéral chargé du suivi de la législation du travail et des normes sociales de la Confédération générale du travail du Burkina CGTB, Moussa Diallo. Dans sa communication, le syndicaliste relève que la conséquence de cette domination impérialiste se situe visiblement à deux niveaux. La première marque de cette domination, selon lui, est la confiscation de l'indépendance véritable des pays africains qui se voient dicter dans leur politique de développement par des institutions financières impérialistes telles que la Banque mondiale et le FMI, et aussi avec des chefs d'État qui se comportent en véritables valets locaux de l'impérialisme international. La deuxième conséquence visible selon le syndicaliste est le blocage du progrès social et économique véritable des pays africains, matérialisé en outre par l'imposition de mesures d'austérité comme le programme d'ajustement structurel, le pillage des ressources naturelles, l'adoption de codes miniers flexibles et attractifs. Tous ces faits, selon Moussa Diallo, ont pour conséquence la misère des masses populaires, le chômage et autres maux sociaux comme la consommation d'alcool frelaté, de stupéfiants et la prostitution. Face donc à cette situation, que faut-il faire? S'interroge le panéliste. Il souligne d'entrée de jeu que face à ces menées impérialistes, les peuples africains ne sont pas inactifs et multiplient de nombreuses formes de lutte. Il déplore cependant le fait que la plupart de ces luttes n'ont pas conduit à de véritables changements, de fait qu'elles n'ont pas été organisées autour des partis d'avant-garde de la classe ouvrière, estime-t-il. C'est pourquoi, selon le syndicaliste, il est impérieux d'organiser les masses populaires pour une véritable lutte de libération nationale des pays africains. Une lutte qui devrait être organisée et menée sur le front politique et économique pour l'avènement d'une révolution nationale et démocratique afin de pouvoir prendre des mesures courageuses pour réformer l'économie à travers la nationalisation des secteurs stratégiques de l'économie, la relecture des codes des investissements et miniers et l'arrêt des politiques néolibérales par le FMI et la Banque mondiale. Vous l'aurez compris, la synthèse de cette communication a été faite par Idrissa Koumbem avec la voix de Raki Swende Yvonne Nanema. Il va falloir reconsidérer l'éducation telle que Joseph Kizerbo l'a conçue. Si on laisse la pensée de ce dernier, nous risquons fort même d'aller de travers. Ces propos sont de Dobi Parfait Maré, président de la génération Joseph Kizerbo, en marge d'un panel tenu ce mardi à Ouagadougou et qui a porté sur la crise du système éducatif au Burkina Faso. Un panel qui se tient dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de la dite structure. Écoutons Dobi Parfait Maré au micro de Rabi Kaba. Le panel porte sur l'éducation. L'éducation, vous savez, c'est le cœur du développement, comme dit Joseph Kizerbo. Et sans éducation, on ne peut rien faire dans un pays. Et nous savons quand même aujourd'hui, notre pays quand même est toujours dans un état assez difficile et que pour pouvoir s'en sortir, il va falloir reconsidérer l'éducation, bien sûr, telle que Joseph Kizerbo l'a conçue. Et si on laisse de côté la pensée de Joseph Kizerbo, nous risquons fort bien d'aller de travers. Et donc, nous avons pensé que pour marquer cette célébration, c'est bien qu'à l'apothéose, ce soit un panel de ce genre. Au niveau éducatif, il faut dire que Joseph Kizerbo a écrit d'abord une œuvre assez importante titrée « Éduquer au péril ». Et dans cette œuvre-là, Joseph Kizerbo essaie de faire le bilan du système éducatif des années 60 jusqu'à fin 80. Après, il essaie de proposer des solutions comme la généralisation de l'éducation, l'africanisation de l'éducation, l'amélioration, le changement des programmes. C'est un tas de solutions que Joseph Kizerbo nous propose dans cette œuvre. Et au niveau éducatif, Joseph Kizerbo s'est énormément engagé. D'abord, la création même de cette université, c'est fut son œuvre. Il a été directeur de l'éducation nationale au Burkina Faso. Il a tout fait pour créer le CAMES et le Burkina justement abrite son siège. On ne peut pas finir de citer ce que Kizerbo a fait dans le domaine éducatif. Parce que sachant bien que c'est de là que viendra bien sûr l'épanouissement de l'Afrique et donc il ne pouvait pas se retenir de faire la promotion de l'éducation.
Actualité hors de chez nous, en France, le gouvernement a annoncé ce mardi la suspension pour 6 mois de la hausse de la fiscalité sur le carburant. En plus, les tarifs du gaz et de l'électricité n'augmenteront pas pendant l'hiver. C'est la solution trouvée par le Premier ministre Édouard Philippe pour tenter de sortir des violences consécutives aux manifestations des Gilets jaunes. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation, a-t-il indiqué lors d'une allocution télévisée. Le chef du gouvernement ajoute qu'il faudrait être sourd pour ne pas entendre la colère des Français. Il explique par ailleurs que le gouvernement veut, dans ce laps de temps, identifier et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement justes et efficaces. Toutefois, précise-t-il, si nous ne les trouvons pas, nous en tirerons les conséquences. Les forces militaires américaines sont beaucoup plus présentes en Afrique que ce qui est annoncé officiellement par le Pentagone. Selon le magazine en ligne de Intercept, Africom disposerait d'au moins 34 sites sur le continent. Sur les 34 bases, le journal souligne qu'il s'agit de 14 principales et de 20 autres plus ou moins équipées et visibles. Ces bases se trouvent essentiellement à l'ouest pour les opérations dans le Sahel, dans la Corne de l'Afrique et en Libye. C'est par ces informations que nous mettons un terme à ce journal. Tiona Sanogo était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la voie citoyenne.